je m'appelle Sophia. Voici mon question. Pourquoi le virus veut entrer dans le corps humain? Eh bien, Sophia, c'est une très bonne question. C'est vrai, pourquoi les virus, ils veulent rentrer dans notre corps? Eh bien, tout simplement parce que les virus, eh bien, ils sont fainéants. Ils sont fainéants parce qu'ils n'arrivent pas à se multiplier eux-mêmes. Ils n'ont pas tous les outils et toutes les machines nécessaires pour se multiplier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils vont rentrer dans notre corps et ils vont aller dans une cellule. Et quand ils vont rentrer dans cette cellule, ils vont prendre tous les outils qui se trouvent à droite et à gauche dans la cellule et ils vont les utiliser pour se multiplier. Ils rentrent à l'intérieur et puis ils utilisent et puis ils se multiplient et comme ça, ils peuvent vivre tranquillement leur vie à l'intérieur de notre corps. Donc c'est tout aussi simple que ça et c'est pour ça qu'ils ont besoin de rentrer à l'intérieur de notre corps. J'espère que j'ai répondu à ta question parce que c'est une très bonne question. Bonjour, je m'appelle Mireille et voici ma question. Qu'est-ce qui arrive à notre corps quand notre système immunitaire fait face à un virus? Alors Mireille, notre corps, il est très très intelligent. Quand il va voir un virus qui se multiplie, eh bien il va dire à ses soldats du système immunitaire d'aller le combattre. Et ces soldats, on les retrouve dans notre sang. Ici, sur la diapositive que tu as devant toi, tu vois, c'est un vaisseau sanguin, il y a des globules rouges à l'intérieur, mais il y a aussi plein de petites cellules qui ont des noms vraiment, vraiment très bizarres. Certaines s'appellent des macrophages, d'autres s'appellent des neutrophiles. Il y a les gros soldats qui s'appellent les lymphocytes B et les lymphocytes T. Il y a des cellules tueuses, naturelles, et il y a des cellules dendritiques. Alors je ne sais pas si tu vois la cellule dendritique, elle a l'air d'avoir une forme d'étoile avec plein de petits bras. Eh bien ça c'est fait exprès parce que ces petits bras, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va voir sur la diapositive suivante? Ces cellules dendritiques qui ont plein de bras, eh bien elles ont pour rôle d'aller capturer les virus. Alors tu vois, c'est imagé ici, ils ont des cordes et ils vont aller capturer le virus. Ici, c'est le coronavirus. Et quand ils vont capturer ces virus, ils vont les ramener aux soldats, les lymphocytes B, les lymphocytes T, qui vont étudier le virus et qui vont essayer de se rappeler de ce virus. C'est un petit peu comme toi quand tu apprends une leçon à l'école. Ils vont apprendre à reconnaître le virus et une fois qu'ils savent comment reconnaître le virus, eh bien ils vont aller, combattre ce virus. Et à ce moment-là, comme tu peux voir sur la diapositive suivante, c'est la grande bataille. Toutes les cellules immunitaires, les neutrophiles, les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les cellules dendritiques, tout ça, on va retrouver tous ces personnages, toutes ces cellules dans la bataille. Alors certaines vont tuer les virus, d'autres vont être là comme les macrophages, ils vont nettoyer parce que c'est quand même un champ de bataille, c'est pas très propre, il y a beaucoup de petits déchets, il y a beaucoup de cellules qui sont mortes, donc les macrophages vont devoir nettoyer tout ça. Donc tu vois que la bataille, elle est très forte, elle est très importante. Et ça arrive seulement au bout d'un certain temps. Ça n'arrive pas tout de suite quand le virus rentre à l'intérieur de ton corps. Au début, quand le virus rentre à l'intérieur de ton corps, tu peux voir sur ce petit graphique, il n'y a pas vraiment beaucoup de cellules immunitaires. Quand tu vois au niveau de la petite flèche où il y a écrit infection, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand le système immunitaire va commencer à apprendre, va commencer à reconnaître et les soldats vont se multiplier, tu vas voir que le nombre de soldats va augmenter de manière très 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 importante. Puis à la fin, quand il n'y a plus de virus à combattre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a encore besoin de tous ces soldats? Non, on n'a plus besoin de tous ces soldats. Alors tous ces soldats vont commencer à disparaître. Mais chose très importante, à la fin de la bataille, il y a des cellules B et T qui s'appellent des cellules mémoire B et T qui vont rester là. Tu vois, c'est celles qui ont, où on voit presque leur cerveau à l'intérieur, elles n'ont plus de chapeau, elles ont un genre de chapeau en forme de cerveau. Eh bien, ces cellules mémoire, elles vont se rappeler.
Pourquoi c'est important? Parce que si la prochaine fois, le virus re-rentre à l'intérieur de ton corps, eh bien tes soldats, ces cellules mémoire, elles seront prêtes et diront « Hé, mais moi je le connais ce virus, je l'ai déjà vu, allez, on va l'attaquer tout de suite. » Et donc dans ce cas-là, eh bien tu seras moins malade, voire des fois même pas malade du tout. Donc c'est ça ce qui se passe quand le virus rentre à l'intérieur de ton corps. J'espère, Mireille, que j'ai bien répondu à ta question. C'est un petit peu compliqué, mais c'est la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Bonjour, je suis Brielle et ma question est-ce que la SARS-CoV-2 est pire que la COVID-19 ou est-ce la même chose? Ariel, c'est une très bonne question et très souvent, même les adultes sont bien embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre le SARS-CoV-2, le SARS-CoV-2, la COVID-19. Alors tous ces mots, c'est ce qu'on appelle, ce sont des acronymes, c'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors le SRAS-CoV-2, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme de syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus numéro 2. Et en anglais, on ne dit pas SRAS, mais on dit SARS-CoV-2 pour Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Donc tu vois que déjà en anglais et en français, c'est c'est la même chose, sauf que c'est une inversion des lettres parce qu'on ne dit pas de la même façon en français et en anglais. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Covid-19? Alors là aussi, il y a des gens qui disent le Covid-19, il y a des gens qui disent la Covid-19. Le mot Covid, l'acronyme Covid veut dire Coronavirus Disease, et le 19, c'est pour 2019, parce que cette maladie, elle est apparue en 2019. Si elle était apparue en 2020 ou 2021, on aurait appelé ça la Covid-21 ou la Covid-20. La Covid-19, c'est une maladie. C'est pour ça qu'on dit la Covid-19, parce que c'est la maladie. Et la maladie, elle est due à un virus qui s'appelle le coronavirus 2. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté et c'est souvent très difficile, même pour les adultes, de faire la différence, de savoir qui est quoi dans toute cette histoire de cette pandémie qu'on a en face de nous. Donc Gaël, c'était une très très bonne question parce qu'elle nous permet de mieux comprendre ce que les médias ils utilisent tous les jours à la télé et dans les journaux. Merci à toi pour cette question. Je m'appelle Ellie et ma question est, y a-t-il un virus plus dangereux que la COVID-19? Encore une très bonne question. Est-ce qu'il y a un virus plus dangereux que le SARS-CoV-2 qui induit la COVID-19? Malheureusement, oui, et il y en a beaucoup. Et là, il y a 3 exemples. J'ai pris l'exemple, peut-être que vous en avez déjà entendu, le virus Ebola. Alors, le virus Ebola, il a été trouvé en 1976 en Afrique et il induit de la fièvre, il induit des maux de tête, des diarrhées. Et très souvent, notre système immunitaire ne peut pas combattre ce virus. Et si on reprend notre exemple de 100 personnes, s'il y a 100 personnes qui ont été infectées par Ebola, eh bien là, ce n'est pas 9 personnes qui vont mourir, ce sont entre 50 et 70 personnes qui vont mourir. Donc tu vois ici que le virus Ebola est bien plus dangereux que celui qui induit la COVID-19. De la même façon, un deuxième exemple, le virus de Marburg, qui a été trouvé chez des chercheurs qui travaillaient sur des singes, eh bien ce virus-là aussi, comme Ebola, il induit des choses très importantes dans le corps. Les organes, le système immunitaire a beaucoup de mal à combattre ce virus. Et on estime là aussi que sur 100 personnes, s'il y a 100 personnes qui sont malades, eh bien il y en a à peu près 80 qui vont mourir. Et le dernier, c'est le virus Nipah. Le virus Nipah qui, lui aussi, peut induire entre à peu près 40 et 80 personnes qui vont mourir quand il y en a 100 personnes, quand il y a 100 personnes qui vont être infectées. Donc tu vois,
il y a des virus qui sont beaucoup plus dangereux que la Covid-19 et qui peuvent faire mourir beaucoup plus de gens. Bonjour, je m'appelle Colby et ma question est est-ce que le cylindre et le pot me protègent de la COVID-19? Alors Kobe, la peau peut-elle nous protéger de la Covid-19, mais aussi de tous les autres virus qui sont autour de nous et même des bactéries qui sont autour de nous? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que la peau, c'est la première ligne de défense entre notre corps à l'intérieur et tout ce qui est autour de nous, tous ces virus, tous ces bactéries qui se trouvent autour de nous. Et si tu prenais par exemple un microscope et que tu regardais un bout de ta peau, tu verrais comme ce que tu vois à l'écran, tu verrais que ce sont des cellules qui sont empilées les unes sur les autres. Il y a des sortes de couches qui sont empilées les unes sur les autres et ces cellules sont reliées entre elles et elles sont connectées entre elles. Comme ça, les choses qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, dans notre environnement, ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de notre corps. C'est un petit peu comme, par exemple, si tu regardes un château fort. Le château fort, les murs du château fort sont là pour le protéger. Et ils sont là pour le protéger des ennemis qui sont à l'extérieur. Et je suis certain que tu seras d'accord avec moi. Plus le mur il est épais, plus il y a des couches de pierre pour former le mur, plus ça sera difficile pour les assaillants, pour ceux qui viennent combattre ce château fort, de rentrer à l'intérieur. Eh bien, dans notre peau, sur notre peau, c'est pareil. Les couches de différentes cellules que l'on retrouve sont là pour bloquer l'entrée des virus et des bactéries. Et ça, tu peux le retrouver sur ta peau, ici, mais aussi sur la peau qu'on a à l'intérieur de nous, par exemple dans notre bouche. Ça ne s'appelle pas la peau, mais ça s'appelle un nom spécial scientifique, ça s'appelle les muqueuses. Et quand tu regardes dans tes muqueuses, sur les muqueuses, eh bien c'est exactement la même chose. Si j'ouvrais ma bouche, tu verrais, ici, finalement, oui, il y a un peu d'eau à l'intérieur dans la bouche, mais la texture, elle est presque pareille. Eh bien là aussi, à l'intérieur, dans ta bouche, dans ton œsophage, dans ton système digestif, là où tu digères les aliments, et c'est exactement pareil. Les cellules sont reliées entre elles pour former une sorte de barrière, une première protection qui va empêcher les bactéries et les virus de rentrer. Donc, en quelque sorte, oui, la peau agit bien comme une barrière. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Ma question est où va la COVID une fois dans le corps? Est-ce que ça affecte tout le corps? Si oui, comment? Eh bien, Alexandra, c'est une très bonne question, surtout après la question posée par Colby, qui était au sujet de le rôle de notre peau qui a un effet de barrière. Alors, quand j'ai dit que ça a un effet de barrière et que ça peut bloquer l'entrée des virus et des bactéries, c'est pas tout à fait vrai. Et tu vas voir pourquoi. Quand le virus de la Covid-19, le SARS-CoV-2, rentre à l'intérieur, il va rentrer par où? Principalement par le nez, parce que on va le respirer. Et ces virus, comme je t'ai dit, il rentre dans notre corps parce qu'il a besoin de se multiplier. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Les premières cellules qu'il va voir au niveau de notre nez, eh bien, il va les rencontrer et il va se dire « Ah ben tiens, je vais rentrer dans ces cellules-là et puis je vais me multiplier ». Donc le virus va commencer à se multiplier et c'est pourquoi on va commencer à avoir le nez qui se bouche, on va commencer à avoir des petites douleurs dans le haut de la gorge, tout en haut, au niveau du nez. Et en se multipliant, eh bien, ces virus, ils vont continuer leur trajet. Ils vont partir du nez ici et ils vont, comme tu le vois sur le dessin, descendre au niveau de la gorge.
Et ils vont rentrer dans des cellules qui se trouvent au niveau de la gorge. Et là, on va commencer à avoir un petit peu mal à la gorge. On va commencer à racler au niveau de la gorge. Et c'est pas fini. Quand ils vont continuer à se multiplier ici, ils vont pouvoir même descendre, comme tu le vois sur ce dessin, au niveau de nos poumons. Et ils vont se multiplier à l'intérieur de nos poumons. Et notre système immunitaire, comme il veut combattre ces virus, eh bien, il va induire ce qu'on appelle une inflammation. Et donc, on va commencer à tousser, on va commencer à avoir des glaires. Donc, pour en revenir à ta question, tu m'as posé la question suivante. Pourquoi et comment il rentre dans ces cellules? Eh bien, il y a une raison toute simple. Si tu regardes sur la diapositive, tu vas voir un SARS-CoV-2 sur lequel il y a plein de petites piques autour. C'est ce qu'on appelle, un nom très scientifique, la protéine, la spiculine, ou en anglais spike. Et cette protéine, cette spiculine, c'est une sorte de clé. Je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé des clés quand tu rentres à la maison chez toi. Quand ta maison, elle est fermée, tu viens avec ta clé, tu rentres ta clé dans quoi? Tu la mets dans une serrure, tu ouvres, tu tournes la serrure et tu peux ouvrir la porte et rentrer à l'intérieur dans ta maison. Eh bien ici, c'est exactement pareil. Le virus, les petites spikes, les spiculines qu'il a en haut, elles font office de clé. Et sur les cellules respiratoires, il y a une serrure. Donc, quand le virus va voir cette serrure qui s'appelle, elle a un nom très spécial là aussi, ACE2, tu la vois sur le dessin ici, elle est en violet. Eh bien, quand la clé va rentrer dans la serrure, eh bien, ça va ouvrir la porte et le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va rentrer à l'intérieur dans la cellule pour se multiplier. Donc, c'est ça. C'est le mécanisme qui se passe dans notre corps. Le SARS-CoV-2 peut aller sur des cellules respiratoires, il peut rentrer dans des cellules respiratoires, mais les scientifiques, au cours des 2 dernières années, ont montré que ces serrures, elles n'étaient pas que présentes sur les cellules respiratoires, et elles sont présentes sur d'autres cellules qui sont présentes dans notre corps. Donc, le SARS-CoV-2, il ne peut pas non seulement cibler les cellules respiratoires, mais il peut aussi atteindre d'autres endroits de notre corps. Encore une fois, Alexandra, une très bonne question de ta part. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Cedar et ma question est: est-ce possible pour tout le monde d'attraper la COVID-19? Pourquoi? Alors Sidar, très bonne question. Est-ce que tout le monde peut attraper la COVID-19 et pourquoi? Et la réponse est oui, tout le monde malheureusement peut attraper la COVID-19. Les enfants, les adolescents, les parents, les mamans, les papas, les grands-parents, tout le monde. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on a tous cette serrure qui permet au SARS-CoV-2 de venir avec sa clé et de rentrer à l'intérieur de nos cellules. Et ce n'est pas seulement les humains qui ont cette petite serrure sur leurs cellules, mais il y a aussi des animaux, les chats, les chiens. On a même vu des lions dans des zoos au tout début de la pandémie qui avaient attrapé le virus et qui avaient développé des symptômes de la COVID-19. Donc malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup d'animaux sur Terre peuvent attraper ce virus. Bonjour, mon nom est Cole et ça c'est mon question. Est-ce que le vaccin contre la COVID aide le corps humain? Et si oui, comment? En revient notre système immunitaire? Une très bonne question. Comment ça se passe finalement quand on donne un vaccin et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Quel est le mécanisme et est-ce que ça réveille notre système immunitaire? Je vais te dire que oui,
le vaccin contre la Covid-19 aide notre corps. Alors comment cela se passe? Eh bien tout simplement, le but d'un vaccin, ce que tu vas retrouver à l'intérieur d'une seringue, c'est de faire croire à notre corps qu'il est attaqué par un virus. Et notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Les cellules du système immunitaire, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont voir ces bouts de virus qui peuvent être morts, qui peuvent être atténués. Ils vont aller à la rencontre et comme je vous l'ai dit au début, certaines cellules immunitaires, elles vont aller prendre ces bouts de virus, comme par exemple les cellules dendritiques qu'on retrouve ici avec leurs différentes mains, et elles vont les ramener. Elles vont les ramener aux soldats, les cellules lymphocytaires B et les cellules lymphocytaires T. Et ces cellules du système immunitaire, elles ne vont pas se réveiller, mais elles vont plutôt, je dirais, apprendre. Un petit peu comme ce que toi tu fais à l'école quand tu apprends quelque chose de nouveau. Elles vont apprendre à reconnaître le virus. Alors ici, tu vois, elles sont en train de regarder sous le pied et elles reconnaissent quelque chose de très particulier sur le pied. Comme ça, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Quand le vrai virus va arriver, eh bien, elles seront prêtes pour le combattre. Pourquoi? Parce que quand elles auront appris, elles vont mémoriser ce qu'elles ont vu, un petit peu comme toi, quand tu te rappelles, quand tu fais des exercices pour entraîner ta mémoire, eh bien ces exercices vont permettre à ta mémoire de se rappeler. Comme ça, la prochaine fois, quand tu verras quelque chose, tu diras « Ah oui, tiens, je me rappelle, moi j'avais appris ça il y a quelque temps. » Eh bien là, c'est la même chose. Une fois que le vaccin aura fait son effet à l'intérieur du corps, eh bien, il y a des cellules mémoire qui vont se mettre en place et qui vont permettre à ton corps de se préparer quand le vrai vaccin, quand le vrai virus entrera à l'intérieur de ton corps. Ils seront prêts à le combattre. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire, oui, que ça réveille le système immunitaire, mais je dirais plus que ça permet de faire apprendre au système immunitaire quelque chose de nouveau. Alors, j'espère que j'ai bien répondu, Cole, à ta question. Bonjour, je m'appelle Chelsea. Qu'est-ce qu'il y a dans les 3 vaccins? Alors, qu'est-ce qu'il y a, Chelsea, à l'intérieur des vaccins? Eh bien, tout simplement, on met quelque chose qui va faire que le système immunitaire va reconnaître une partie du virus. Alors, ça peut être une partie du virus, quand on met, comme on le voit sur cette diapositive, des bouts du virus. Ici, la protéine S, la clé qui permet de rentrer à l'intérieur des cellules. Mais ça peut être aussi, par exemple, des virus qui sont un peu, comme on le voit ici, ils sont raplapla, ils sont affaiblis, ils n'ont plus trop de force. Donc ces virus-là, ils ne vont pas induire la maladie. Mais ils seront juste assez pour faire que le système immunitaire les reconnaisse. Et puis, on peut aussi mettre des virus, tout simplement, qui sont morts. Et là aussi, le système immunitaire va les reconnaître et il va créer, on appelle ça en termes scientifiques, monter une réponse immunitaire très très efficace. Alors ça, ce sont les vaccins qui ont été utilisés au cours des 20 dernières années. Bon nombre de vaccins sont basés sur ce type de technique. Mais ce qu'on a vu, et tu as peut-être certainement entendu parler de cela, c'est qu'au cours des 2 dernières années, il y a un nouveau type de vaccin qui est sorti, qui a été fabriqué, qui a été créé, et qui a été utilisé. C'est ce qu'on appelle le vaccin à ARN messager, pour acide ribonucléique messager. Alors qu'est-ce que c'est? L'ARN messager, ça a l'air très compliqué, c'est un nom très très bizarre. Eh bien tout simplement, quand le vaccin se multiplie, pour se multiplier, il a besoin d'un plan. Parce qu'on ne peut pas fabriquer, tu ne peux pas par exemple fabriquer une voiture ou une maison si tu n'as pas le plan. Eh bien pour le virus, c'est pareil. Il a un plan et ce plan
il est inscrit, il est écrit sur l'ARN messager. Alors qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Ils ont eu l'idée de se dire, on va prendre le plan pour fabriquer la clé, on va le mettre dans des petites gouttes de graisse, parce que le plan il est très très fragile, et on va injecter ce plan dans les cellules du muscle qu'on a ici au niveau de l'épaule. Alors pourquoi on l'a mis dans des boules de graisse et des gouttelettes de graisse? Parce que vraiment ces cellules sont très très fragiles, et au bout de quelques jours, même quand on les injecte à l'intérieur de notre corps, ils vont commencer à disparaître. Et qu'est-ce qui se passe quand ces plans rentrent à l'intérieur de notre corps? Eh bien les cellules qui sont les cellules de notre muscle, là, dans notre épaule, elles vont voir les plans, et puis elles vont se dire, quoi? Moi, je vais fabriquer ce qui est écrit sur ce plan. Et donc, les cellules musculaires vont commencer à fabriquer la fameuse protéine S. Et cette protéine S, cette clé, elle va commencer à être libérée dans notre corps. Et d'après toi, qu'est-ce qui va se passer avec les cellules immunitaires quand elles vont voir ça? Elles vont dire, ça appartient pas à mon corps. On va essayer de combattre tout ça tout de suite, le plus rapidement possible. Et c'est ce que tu vois ici. Les cellules immunitaires, à nouveau, vont faire leur travail. Et puis, quand elles auront nettoyé et quand toutes ces clés auront disparu, eh bien, on aura des cellules immunitaires mémoire qui vont venir. Comme ça, la prochaine fois, quand les cellules verront le vrai virus, eh bien, elles seront prêtes à combattre le virus. Donc, tu vois, on peut mettre beaucoup de choses, différentes choses. Il y a différentes techniques qu'on peut utiliser pour fabriquer différents vaccins. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Chelsea. Bonjour, je m'appelle Justin. Ma question est pourquoi est-ce que le vaccin te fait mal au bras pendant quelques jours et te rend malade parfois? Alors Justin, tu as tout à fait raison. Moi aussi, quand je suis allé me faire vacciner, j'avais vraiment mal au bras pendant quelques jours. Mais c'est le vaccin. C'est une fois qu'on a injecté le produit à l'intérieur, eh bien il y a toutes ces cellules immunitaires dont on a déjà parlé. Les cellules lymphocytaires B, les lymphocytes T, les neutrophiles, les macrophages, ceux qui ont un rôle d'espion, ceux qui ont un rôle de soldat, ceux qui ont un rôle de garde, eh bien toutes ces cellules, elles vont se mettre en route, ce qui va faire que notre corps va réagir contre le vaccin. Le résultat, c'est que souvent, certaines personnes vont développer des signes de fièvre, ils vont avoir de la fièvre et puis ils vont se sentir pas très bien dans les muscles, ça va tirer un petit peu. C'est bon signe, c'est un très bon signe parce que ça veut dire que le système immunitaire travaille d'arrache-pied pour réagir contre le vaccin. Alors normalement, en prenant un antalgique ou en prenant une compresse d'eau froide ou en mettant des glaçons dessus, eh bien, tu peux faire diminuer les symptômes. Mais bien évidemment, si les symptômes continuent beaucoup plus longtemps que 1 ou 2 jours, il faut aller consulter un médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus important qui se passe au niveau de ta peau en dessous, ou si tu n'as pas fait une mauvaise réaction contre le vaccin. J'espère, Justin, que j'ai bien répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Délès et ma question est est-ce que les vaccins développés depuis le début de la pandémie sont des antiviraux? Alors Délice, une très bonne question. Est-ce que les vaccins sont des antiviraux? La réponse est non. Un vaccin est un vaccin et un médicament antiviral est un médicament antiviral. Le but d'un vaccin, c'est de prévenir le développement de maladies graves en injectant quelque chose qui va faire croire à notre corps que le virus entre. Comme ça, notre corps, comme on l'a déjà dit, va commencer à se défendre et il créera des cellules mémoire. Comme ça, quand la prochaine fois le vrai virus rentre à l'intérieur, il sera prêt pour le combattre.
Mais, que se passe-t-il dans notre corps? Est-ce qu'on a un moyen, par exemple, de bloquer ces virus qui se multiplient? Eh bien, c'est là que les antiviraux entrent en action. On se rappelle qu'un virus, il est fainéant, il a besoin de rentrer dans notre corps. Pourquoi il a besoin de rentrer dans notre corps? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas les machines, les outils nécessaires pour se multiplier. Et quand il va rentrer dans notre corps, il va utiliser les machines qui sont présentes dans ces cellules. Mais nous, en tant qu'humains, on a des moyens pour bloquer cette multiplication. Alors c'est possible grâce à l'utilisation des antiviraux. Alors ces antiviraux, comme leur nom ne l'indique pas, ils ne vont pas tuer les virus, mais ils vont bloquer et stopper leur multiplication. Quand un virus se multiplie, il a besoin d'une molécule très spéciale que l'on appelle une polymérase. On va voir ici, c'est un petit peu la molécule qui va faire des copies du plan pour que le virus puisse se multiplier. Et certains médicaments antiviraux vont bloquer. Ils vont bloquer quoi? Ils vont bloquer les copistes. Ils vont bloquer les copistes et ils vont arrêter la machine qui permet de faire des copies des plans, comme une photocopieuse. Ils vont la casser et comme ça, les virus, ils ne vont pas pouvoir se multiplier. Et c'est ça ce que l'on appelle un antiviral. Alors d'un côté, on a les vaccins qui sont donnés pour prévenir le développement d'une maladie très grave. Et de l'autre côté, on a des médicaments, quand la maladie elle est déjà installée, on peut les prendre et ça permet aux médecins de traiter certains patients. Donc il y a bien, oui, une grande différence entre les vaccins et les antiviraux. Ce n'est pas du tout la même chose. Bonjour, je m'appelle Justin. Ma question est comment fonctionne le test de COVID? Pourquoi est-ce que les scientifiques examinent les salles dans l'eau d'une communauté et font des liens avec la COVID? Comment font-ils ceci? Alors, Justin, effectivement, comment peut-on détecter un virus qui est tout petit et qui est parmi des milliers d'autres petites choses qui se trouvent à l'intérieur de notre corps? Eh bien, les scientifiques ont différentes solutions. Ils ont différents tests sur leur table. Le premier, c'est de déterminer la carte d'identité du virus. Le deuxième, c'est par exemple de voir si le système immunitaire est actif, parce que si le virus est à l'intérieur, ça veut dire que le système immunitaire est actif. Ils ont aussi la possibilité de voir si notre système a libéré des anticorps, ou on peut aussi savoir si par exemple le virus il est encore vivant ou mort en le cultivant dans des petites boîtes qu'on appelle des petites boîtes de pétri. Donc, suivant ce qu'on veut savoir, on va utiliser différents types de tests. Alors, aujourd'hui, je vais vous en expliquer un, et c'est le plus connu. Certainement, vous avez entendu vos parents ou vos grands-parents ou vos amis en parler. C'est le test RT-PCR. Alors, comme je te l'ai dit, le virus, il faut le trouver. Il va être au milieu de plein d'autres petites choses qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, quand le médecin ou l'infirmier ou l'infirmière va venir et va mettre cette petite tige à l'intérieur du nez, à l'intérieur, sur cette sorte de coton-tige, il va y avoir plein de petites choses. Comment on fait pour le trouver? C'est un petit peu comme ce que tu vois sur cette diapositive. Tu t'imagines que tu es dans une cour de récréation et que dans cette cour de récréation, il y a plein de monde. Et que de l'autre côté de la cour de récréation, il y a un ami qui t'appelle. Mais comme il y a plein de monde, comme il y a beaucoup de bruit autour, tu ne l'entends pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si ton ami avait un mégaphone? Quelque chose qui permettrait d'amplifier sa voix. Est-ce que tu pourrais l'entendre?
Oui, très certainement. Même s'il y a beaucoup de bruit dans la cour de récréation, tu pourrais l'entendre parce que sa voix est amplifiée. Eh bien, les chercheurs ont une technique qui s'appelle la technique RT-PCR. Et cette technique, qui veut dire Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, c'est quelque chose de compliqué. Cette technique, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de prendre une infime quantité de virus et de faire une photocopie de son plan. Évidemment, tu laisses la photocopieuse en route et le plan se multiplie. Il se multiplie, il se multiplie, il se multiplie jusqu'à ce que les chercheurs dans cette fameuse machine RT-PCR voient le nombre de copies augmenter et que ce nombre atteint un seuil qui est visible. Et à ce moment-là, ils vont dire « Ah ben tiens, oui, effectivement, dans cet échantillon-là, le virus, il est présent, ça veut dire que tu es positif, ça veut dire qu'il y a du matériel génétique, ça veut dire qu'il y a des bouts du plan de ce virus qui était sur le petit coton-tige. » Alors la deuxième partie de ta question, c'est une question très importante. Tu nous as parlé des toilettes et pourquoi et comment on peut trouver le virus dans les toilettes ou dans les stations d'épuration quand les gens vont prendre vont collecter de l'eau qui n'est pas très, très, très propre dans les stations d'épuration. Eh bien, tout simplement parce que le virus, il va aussi être présent dans notre tube digestif. Et tu le sais peut-être, l'importance de notre tube digestif, c'est qu'on a besoin de lui pour vivre, pour digérer. Et ce virus, il se trouve à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand on a fini de digérer? Eh bien, on va aux toilettes et nos fœtus, ils vont arriver dans les toilettes. On va tirer la chasse d'eau et tout ça, tout notre caca va partir dans les canalisations et ils vont aller aux stations d'épuration. Rappelle-toi, le virus, il est à l'intérieur de notre ventre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va partir quand on va tirer, il va sortir de notre corps et il va partir quand on va tirer la chasse d'eau. Donc, c'est possible, quand on fait des échantillons, quand on prend des échantillons, tu vois, de l'eau brune à l'intérieur, à la station d'épuration, d'aller à la machine RT-PCR. Ici, on remet les échantillons dans cette machine RT-PCR que tu vois en bas, tout en bas. Et cette machine va nous dire, ben oui, dans ces eaux usées qu'on a récupérées à la station d'épuration, eh bien, il y a une présence du virus. Et on peut quantifier combien il y a de virus présents dans ces échantillons. Ça veut dire qu'on peut savoir pour une ville, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui sont infectés par le virus ou s'il y a moins de gens qui sont infectés par le virus. Donc c'est une technique un petit peu de détective pour voir vraiment l'état de santé d'une zone dans une ville. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à ta question parce que c'était une question vraiment très importante et que les gens ne se posent pas de manière pas très souvent, on va dire. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Sophia et voici mon question. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de se distancier de 2 mètres et pas plus ou moins? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour nous aider contre la COVID? Alors Sophia, une très bonne question. Pourquoi 2 mètres? Eh bien tout simplement parce qu'au début de la pandémie, des chercheurs, des physiciens et des biochimistes ont essayé de voir quelle était la distance sur laquelle étaient projetés les virus qui sortaient de la bouche. Rappelle-toi que ce virus rentre par la bouche et va infecter dans un tout premier temps les cellules qui sont présentes dans notre bouche. Donc ça veut dire qu'on en a beaucoup dans notre bouche et dans notre gorge. Donc si on tousse, le virus et les virus, ils vont être projetés dehors de notre corps.
Et les physiciens et les scientifiques ont estimé qu'il y avait à peu près une distance de 2 mètres qui séparait l'endroit où allaient atterrir les virus. Alors c'était au tout début de la pandémie, donc il fallait trouver des solutions de manière très rapide et très vite on a dit à tout le monde, eh bien voilà, il faut garder une distance de 2 mètres. C'est un petit peu ce que tu vois sur la diapositive ici, la personne qui tousse, les virus qui vont être projetés dans la salive et dans les postillons, ce qu'on appelle les postillons, et ça va tomber sur les différents objets de la vie quotidienne. Ça veut dire que si quelqu'un passe par là, il prend le verre après que tu aies toussé dessus, il va le prendre, il va prendre sa main, le virus va aller sur sa main, lui il va prendre sa main, il va mettre sa main sur son nez ou sur sa figure, et comme ça, le virus va pouvoir se transmettre d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Eh bien, tout simplement, on peut mettre des masques. Et c'est pour ça que très vite, au début de la pandémie, il a été demandé et ça a été recommandé aux personnes à travers le monde de porter des masques parce que en portant des masques, on bloque la projection de ces virus vers l'extérieur. Non seulement on les bloque, mais aussi on bloque aussi le fait qu'ils rentrent à l'intérieur de ton corps. Donc on peut utiliser les masques. Après, ce qu'on peut faire aussi, et comme je te l'ai montré sur le premier dessin, si on tousse et que le virus arrive sur un verre et que quelqu'un d'autre vient et prend ce verre avec sa main, s'il ne lave pas sa main, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je t'ai dit, il va se contaminer. Alors, là aussi, deuxième chose à faire, très importante, c'est de se laver régulièrement les mains parce que les virus, les mains sont les choses que l'on utilise le plus dans la journée. Regarde tout ce que tu touches pendant la journée. Donc c'est très important de se laver les mains et de tuer les virus avec du savon ou du gel hydroalcoolique, par exemple, comme j'ai ici sur la table, de bien se laver les mains pour tuer les virus. Et puis il y a aussi une autre solution aussi, à un moment donné, on a dit aux gens de s'isoler, de rester à l'intérieur, parce que bien évidemment, si tu restes à l'intérieur, tu ne vas plus rentrer en contact avec des personnes qui sont à l'extérieur de ta maison, et donc tu vas éviter de transmettre ce virus aux personnes de ton entourage qui seraient par exemple tes copains ou tes amis à l'école. Donc quand tu es malade, on a demandé aux gens de rester à la maison. Donc c'est un petit peu, comme tu le vois ici, c'est comme si on cachait, ce qu'on restait dans une boule en fait, où on vivrait à l'intérieur de cette boule, en isolement. Donc tu vois que c'est très très important de se laver les mains, c'était très important de s'isoler et de porter un masque, tout ça parce que le virus se transmet dans l'air par les petits postillons et par la salive qui est projetée quand on parle. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Sophia. Bonjour, je m'appelle Jaden. Voici ma question. Comment est-ce que la COVID s'est déplacée si vite partout au monde? Alors Jaden, une très bonne question pour terminer. Comment est-ce que la COVID s'est déplacée si vite? Pourquoi elle s'est déplacée si vite? Eh bien tout simplement parce que le virus se transmet de manière très rapide et de manière très efficace. Tu peux le voir sur cette diapositive. Quand une personne a le virus à l'intérieur d'elle, quand elle va parler, quand elle va le transmettre, elle va pouvoir en moyenne le transmettre à 3 personnes. Et bien évidemment, ces 3 personnes, elles vont pouvoir le transmettre à 3 autres personnes, qui vont le transmettre à 3 autres personnes, qui vont le transmettre à 3 autres personnes. Et ça continue comme ça à l'infini. Donc tu vois que le fait qu'une personne puisse contaminer 3 personnes, eh bien, ça va augmenter de manière très rapide la vitesse de propagation, la vitesse de transmission du virus. En plus de ça, dans notre société, dans notre monde, les gens
se déplacent beaucoup maintenant en avion, ils vont sur des bateaux en croisière. Donc tu peux t'imaginer si une personne qui est contaminée et qui habite en Australie prend l'avion, elle va pouvoir contaminer les gens qui sont dans l'avion. Cet avion va aller atterrir par exemple à Winnipeg. Les gens vont descendre de l'avion à Winnipeg. Ces gens vont aller dans leur famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gens qui ont été contaminés par la seule et unique personne qui était malade au début en Australie quand elle est rentrée dans l'avion, eh bien ces gens-là, ils vont contaminer plein de gens ici à Winnipeg. Donc tu vois que c'est très rapide et c'est la même chose qui se passe par exemple si tu fais une croisière, si tu montes sur un bateau où il y a beaucoup de gens sur un bateau, si une personne est malade, eh bien elle peut contaminer beaucoup de gens, ce qui fait que finalement le virus s'est propagé de manière très rapide à travers le monde. Ah, voilà.